Ma femme a dit ça pendant le dîner, au-dessus du pain de viande. J'ai besoin de savoir si la taille compte vraiment. Franck, tu ne sauras jamais ce que je veux dire. Ne t'en fais pas. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. L'horloge de la cuisine égrenait les secondes. La purée de pommes de terre refroidissait dans mon assiette. 40 ans de mariage. Et elle a dit ça comme si elle me demandait de lui passer le sel. J'ai regardé son visage. Celui que j'avais embrassé 10 000 fois. Celui qui souriait quand je passais la porte. Plus rien maintenant. Juste ce regard plat, comme si j'étais un étranger à un arrêt de bus. Linda, ce n'est pas personnel, a-t-elle dit en coupant sa viande. J'ai juste besoin de savoir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai posé ma fourchette, je ne faisais plus confiance à mes mains. C'était le premier coup. Je ne savais pas qu'elle préparait son coup depuis des mois. J'ai passé cette nuit dans le garage, non pas parce qu'elle m'a demandé de partir, mais parce que je ne pouvais plus rester assis dans cette maison. Je ne pouvais plus faire semblant de regarder la télé pendant qu'elle faisait défiler son téléphone dans le fauteuil en face de moi. Ce nouveau téléphone, celui qu'elle gardait face contre table sur toutes les surfaces, qu'elle emmenait avec elle aux toilettes. Le garage sentait toujours la même chose. L'huile de moteur, la sciure de bois, le vieux café du thermos que je ne lavais jamais complètement. Mon établi était sous la fenêtre, les outils suspendus à un panneau perforé comme il l'était depuis 30 ans. Des jeux de clés à douille, des tournevis usés et lissés par l'usage. Tout à sa place. J'avais refait le moteur du camion 3 fois en 4 décennies. Je connaissais chaque boulon, chaque joint. Je pensais connaître mon mariage de la même manière. Il s'est avéré que je n'en savais foutrement rien. Le matin est arrivé par la fenêtre, froid et gris. J'ai entendu la voiture de Linda démarrer. Sortir de l'allée. Elle n'a pas frappé à la porte du garage. N'a pas vérifié si j'étais vivant ou mort. J'ai fait du café sur la plaque chauffante que je gardais là. Je l'ai bu noir dans la tasse ébréchée que Sarah m'avait offerte pour la fête des pères en 1994. Meilleur papa du monde, imprimé sur le côté, à moitié effacé par les lavages. Le café était amer. Je l'ai bu quand même. Ce dimanche-là, à l'église, Linda était assise à notre banc habituel. Je me suis garé 3 rangs plus loin. Le pasteur Williams prêchait sur le pardon, sur le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Linda hochait la tête, les mains jointes sur ses genoux comme si elle écoutait une recette de rôti. Après le service, Dory Martin m'a attrapé le bras sur le parking. Elle devait avoir 60 ans. Elle travaillait au dîner de Main Street depuis aussi longtemps que je me souvienne. Franck, mon chéri. Sa voix est devenue basse. Tu vas bien? Très bien, ai-je dit. Pourquoi n'irais-je pas bien? Elle m'a serré le bras, m'a regardé comme on regarde un chien qui a été heurté par une voiture mais ne le sait pas encore. Je prenais juste des nouvelles. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe au dîner. Le café est toujours chaud. J'ai hoché la tête, je suis allé à mon camion avant qu'elle ne puisse en dire plus. C'est ça, les petites villes. Tout le monde est au courant de vos affaires avant vous. Lundi matin, j'ai réparé la moustiquaire qui grinçait depuis 1 mois. Linda détestait ce grincement. Elle disait que ça lui hérissait les poils chaque fois que quelqu'un entrait. J'ai démonté la porte, huilé les ressorts, resserré les vis, je les raccrochais et testé. Douce, silencieuse, parfaite. Linda est rentrée cet après-midi-là avec des sacs de course. Elle a franchi cette porte sans un mot. N'a pas remarqué qu'elle ne grinçait plus. J'étais dans la cuisine quand elle a déballé les provisions. Un nouveau parfum m'a frappé à 2 mètres de distance. Quelque chose de floral et de jeune, pas l'odeur poudrée et douce qu'elle portait depuis les années 80. Je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de différent, a-t-elle dit sans me regarder. Ça sent bon. Merci. Elle a mis le lait au frigo, le pain sur le comptoir. Je vais au yoga ce soir. Ne m'attends pas, tu ne fais pas de yoga. Si, maintenant. Elle est partie à 19h. Elle est revenue à 23h30. La peau rougie, les cheveux humides d'une douche qui n'était pas la nôtre. J'étais encore réveillé, assis dans le salon plongé dans le noir. Je n'ai pas allumé la lumière quand elle est entrée. Franck, bon sang, tu m'as fait peur. Où étais-tu? Je te l'ai dit, au yoga. Pendant 4h30.
Elle a soupiré. Ce soupir particulier qui signifiait que j'étais difficile, déraisonnable, que j'étais exactement ce qui n'allait pas entre nous. On est allé prendre des smoothies après, un groupe d'entre nous. Je me fais des amis, Franck, j'essaie d'avoir une vie. Tu as une vie. Ah oui? Elle a laissé tomber son sac sur la table. Pense-y vraiment. Elle est passée devant moi dans le couloir jusqu'à la chambre. La porte s'est fermée. Le verrou a cliqué. Je suis resté assis là, dans le noir, jusqu'à ce que mon dos me fasse mal, jusqu'à ce que le chien du voisin arrête d'aboyer, jusqu'à ce que la maison s'installe dans ce silence profond qui arrive vers 3 heures du matin. La photo d'anniversaire sur la cheminée était retournée. Je n'avais pas remarqué quand c'était arrivé. Ça aurait pu être ce jour-là. Ça aurait pu être des semaines auparavant. Je l'ai laissé comme ça. Mardi, je suis allé à mon club de menuiserie au centre communautaire. 8 vieux comme moi qui aimaient l'odeur du pain fraîchement coupé, qui savaient encore utiliser un rabot à main au lieu de laisser une machine le faire. Eddie Carmichael construisait une boîte à bijoux pour sa petite fille. Roy Hendricks, mon voisin, travaillait sur un fauteuil à bascule. Le même modèle que son père utilisait. Tu es silencieux aujourd'hui, a dit Roy sans lever les yeux de son ponçage. Je réfléchis, c'est tout. Réfléchir, c'est dangereux à notre âge. Il a soufflé la sueur du bras du fauteuil. Ça commence à faire mal au bout d'un moment. J'ai failli tout lui dire, ma femme couche avec quelqu'un d'autre et je ne sais pas quoi faire. Au lieu de ça, j'ai dit, ouais, tu as probablement raison. Roy a hoché la tête comme s'il avait compris de toute façon. C'est ça, avec les hommes comme nous. On ne parle pas beaucoup. Pas besoin. Mais je l'ai vu me regarder le reste de l'après-midi, et je me suis demandé ce qu'il voyait que je ne pouvais pas voir. 2 semaines plus tard, Linda a dit qu'elle voulait une thérapie de couple. Je me suis accroché à ça comme un noyé à une corde. Oui, ai-je dit. Trop vite, trop avidement. Oui, faisons ça. Elle a trouvé la conseillère, une certaine Dr Pierce avec un cabinet dans une maison rénovée sur Elm Street. Canapé à fleurs, boîte de mouchoirs sur chaque surface, une de ces machines à son qui jouait de fausses vagues de l'océan. La Dr Pierce devait avoir 50 ans, des lunettes sur une chaîne. Le genre de sourire censé vous mettre en sécurité. Dites-moi ce qui vous amène ici, a-t-elle dit, son stylo près au-dessus de son bloc-notes. Linda a commencé, à parler de se sentir invisible, de la façon dont je ne lui demandais jamais comment s'était passée sa journée, de la façon dont notre mariage était devenu une simple routine. Sa voix est devenue douce, presque larmoyante. Franck a toujours été si patient, si stable, a-t-elle dit, tendant la main sur le canapé pour toucher la mienne. C'est pour ça que je l'ai épousé. Mais j'ai besoin de savoir si la stabilité est ce dont j'ai besoin à ce stade de ma vie. La Dr Pierce a noté quelque chose, a froncé les sourcils une seconde, puis a effacé cette expression. Franck, votre point de vue. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que ma femme avait annoncé qu'elle testait d'autres hommes comme si elle comparait les prix d'une tondeuse à gazon? Je l'aime, ai-je dit. Je veux que ça marche. Linda m'a serré la main. Tu vois. Oh, c'est bien. Nous parlons. Pendant 2 semaines, j'ai eu l'impression que nous nous retrouvions. Elle m'a tenu la main pendant la 2e séance. Harry a quelque chose que j'ai dit à propos des plaquettes de frein du camion qui avaient besoin d'être changées. Ce rire que je me rappelais d'il y a 30 ans. Le vrai. J'ai acheté des fleurs, des roses roses, ses préférées. Je les ai laissées sur le comptoir de la cuisine avant d'aller réparer la barrière d'Ed Hartley. Quand je suis rentré, elles étaient dans un vase sur la table. Elle préparait des spaghettis en fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Merci pour les fleurs, a-t-elle dit. Je pensais que tu les aimerais. C'est le cas. Elle a remué la sauce, l'a goûtée avec la cuillère en bois. C'est bien, Franck. Qu'on essaie. Je me suis laissé y croire. J'ai même commencé à planifier un voyage d'anniversaire. Je me suis dit qu'on pourrait retourner au chalet du lac où nous avions passé notre lune de miel. 41 ans en octobre. Peut-être qu'on y arriverait, après tout. J'étais à l'agence de voyage en train de regarder des brochures quand mon téléphone a vibré. Roy, tu es chez toi. Je suis chez Henderson Travel. Pourquoi? Roy, rentre à la maison. Maintenant. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû.
En tournant dans notre rue, je l'ai vu immédiatement. Un camion dans mon allée. Un Chevy noir, suspension surélevée. Une de ces calandres agressives. Pas le camion d'un voisin. Pas celui de quelqu'un que je connaissais. Roy était sur son Porsche, le téléphone à la main. Il a croisé mon regard, a secoué la tête une fois. Je me suis garé dans la rue, j'ai remonté ma propre allée comme si j'approchais d'une scène de crime. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais les voir. Linda riant, la tête en arrière, une vraie joie sur son visage. Et lui, peut-être 35 ans, des muscles de salle de sport qui tendaient un t-shirt noir moulant, les cheveux coiffés avec du gel comme le font les jeunes. Il était appuyé contre mon comptoir, tenant un verre de vin, la bouteille que j'avais gardée pour notre anniversaire, celle de ce vignoble en Californie que nous avions visité en 2003. Il a dit quelque chose. Linda a touché son bras, a laissé sa main là. Il portait une chemise, un logo universitaire gris délavé sur le devant. Ma chemise d'université de Purdue, 1975. Celle que j'avais portée si souvent que les aisselles étaient trouées. Celle que Linda avait dit avoir donnée à une œuvre de charité le mois dernier parce que je ne la portais plus. Je suis resté là, tenant des brochures de voyage pour un chalet au bord d'un lac, regardant un homme assez jeune pour être mon fils boire mon vin dans ma cuisine, portant mes vêtements, pendant que ma femme touchait son bras comme s'il était quelque chose de précieux. Elle s'est tournée vers la fenêtre, m'a vu debout là, et elle n'a pas arrêté de sourire. N'a pas retiré sa main. N'a pas eu l'air coupable, honteuse ou prise sur le fait. Elle a juste souri, lui a dit quelque chose, et ils ont ri tous les deux. Je suis retourné à mon camion, les mains tremblant si fort que j'ai laissé tomber les clés 2 fois avant de réussir à ouvrir la portière. Roy avait quitté son Porsche et traversait sa pelouse vers moi. Franck, ne fais rien. J'ai la vidéo de ma caméra de sécurité. Si tu en as besoin, je l'ai, j'ai dit, laisse tomber. J'ai conduit jusqu'au lac, le vrai lac, à 50 km au nord, pas celui du chalet de vacances. Je me suis garé sur le parking vide où nous amenions Sarah quand elle était petite, à l'époque où nourrir les canards était notre plus gros problème. Je suis resté assis là jusqu'à ce que le soleil se couche, que la température baisse et que mon téléphone arrête de vibrer avec des messages que je n'ai pas lus. Les brochures étaient toujours sur le siège passager. Je les ai déchirées en morceaux si petits qu'on ne pouvait plus les rassembler. Quand je suis rentré après minuit, le camion noir était parti. Linda était au lit, la porte verrouillée. La bouteille de vin était vide dans le bac de recyclage. Ma chemise de Purdue était pliée sur le sèche-linge. J'ai dormi dans le camion cette nuit-là, dans l'allée de Roy, parce que je ne supportais pas d'être dans la mienne. Roy a apporté du café à l'aube. N'a pas dit un mot. A juste posé un thermos sur le capot, a tapoté 2 fois et est retourné chez lui. J'ai bu ce café et j'ai regardé le soleil se lever sur les maisons près desquelles j'avais vécu pendant 40 ans. Tout semblait pareil. Tout était différent. Sarah a appelé jeudi. Ma fille, 38 ans, un poste en marketing à Indianapolis. 2 enfants que je voyais peut-être une fois par mois si j'avais de la chance. Papa. Maman a dit que vous aviez quelques problèmes. J'étais dans le garage en train de trier des boulons par taille. Ça semblait important à ce moment-là. Mettre de l'ordre quand tout le reste s'effondrait. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Des problèmes. Elle a dit que tu es inflexible. Que tu ne comprends pas qu'elle a besoin d'espace pour grandir. J'ai posé la boîte de conserve pleine de rondelles. Sarah, ta mère couche avec un homme de la moitié de son âge dans notre maison. Ce n'est pas grandir. C'est, papa. Sa voix est devenue sèche. Je ne pense vraiment pas que nous devrions entrer dans les détails du parcours personnel de maman. Votre génération ne comprend pas vraiment. Ma génération ? Tu sais ce que je veux dire. Les choses sont différentes maintenant. Peut-être que si tu avais été plus disponible émotionnellement au fil des ans, elle n'aurait pas besoin de se trouver comme ça. Le téléphone semblait lourd dans ma main, comme s'il pesait 20 kilos au lieu de quelques grammes. Sarah, écoute, je dois y aller. J'ai une réunion dans 5 minutes. Pense juste à ce dont maman a besoin pour une fois, d'accord ? Je t'aime, papa. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant un téléphone silencieux, entouré de boulons triés, et j'ai essayé de me souvenir quand ma fille avait cessé d'être de mon côté. Roy est arrivé cet après-midi-là avec son ordinateur portable. Tu vas vouloir voir ça, a-t-il dit.
Nous nous sommes assis sur mon établi et il a ouvert des fichiers, des enregistrements de caméras de sécurité, horodatés et datés. Le camion noir arrivant à 14 h un mardi, Linda le laissant entrer. Le camion partant à 18 h. Même chose le mercredi, le jeudi. Parfois, il restait jusqu'à minuit. J'ai 3 semaines de ça, a dit Roy doucement. J'ai commencé à enregistrer quand j'ai remarqué la routine. Pourquoi? Il m'a regardé et ses yeux étaient plus vieux que dans mon souvenir. Fatigué. Margie, ma femme, vers la fin, nous avions une aide-soignante qui venait. Une gentille fille. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai découvert plus tard qu'elle nous volait. Des petites choses au début. Des bijoux? De l'argent dans le sac de Margie. Puis elle s'est attaquée au compte en banque. Il a fermé l'ordinateur portable. 80 000 $ avant que je ne m'en rende compte. À ce moment-là, elle avait quitté la ville, changé de nom. La police a dit que ça arrive tout le temps. Des prédateurs ciblent les personnes âgées, les gens vulnérables. Je ne suis pas vulnérable. Si, Frank. Il a posé sa main sur mon épaule. Tu le es. Et je ne laisserai pas ce qui m'est arrivé t'arriver. Pas si je peux l'empêcher. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine. Pas brisé, mais fissuré, comme la glace au printemps. Je ne sais pas quoi faire, ai-je dit. Premièrement, tu documentes tout. Deuxièmement, tu parles à un avocat. Je n'ai pas les moyens. L'ami de ma fille, Margaret Chen, s'occupe du droit des aînés, des affaires familiales. Elle te parlera au moins. Je voulais dire non. Je voulais gérer ça moi-même. De la manière dont les hommes de mon âge étaient censés gérer les choses. Discrètement, dignement. Ne pas faire d'histoire. Mais la discrétion ne fonctionnait pas, d'accord, ai-je dit. Roy a hoché la tête. Je vais arranger ça. Cette nuit-là, j'ai examiné nos papiers financiers. Le solde du compte chèque joint était plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Des retraits que je ne reconnaissais pas 5 cents $ par-ci, 8 cents $ par-là. Assez petits pour que je ne les remarque pas d'un mois à l'autre, mais qui s'additionnaient avec le temps. Le compte d'épargne, même chose. J'ai trouvé des relevés de la ligne de crédit hypothécaire, celle que nous avions remboursée en 2015, sauf qu'elle n'était plus remboursée. Quelqu'un l'avait rouverte, avait retiré 40 000 $ au cours des 6 derniers mois. Ma signature était sur la demande, mais je ne l'avais jamais signée. J'ai regardé cette signature, mon nom à l'encre, mais l'inclinaison était fausse, la pression inégale. J'avais été machiniste pendant 40 ans. Je connaissais la précision. Je connaissais ma propre main. Quelqu'un avait falsifié mon nom et volé mon avenir. Je suis allé à la porte de la chambre. Verrouillée, comme elle l'était depuis des semaines. J'ai frappé quand même. Linda, nous devons parler. Il est tard, Frank. Il est 20 h 30 et nous devons parler du prêt sur la valeur domiciliaire. Un silence assez long pour que je pense qu'elle n'allait pas répondre. Puis, nous en discuterons plus tard. Je suis fatigué. Linda, va-t'en, Frank. Je suis resté là, les papiers financiers à la main, la preuve d'un vol contre ma propre porte, et j'ai réalisé quelque chose. Elle n'allait pas expliquer. Elle n'allait pas s'excuser. Elle allait tout prendre et agir comme si elle en avait le droit. La question était, allais-je la laisser faire? Le bureau de Margaret Chen se trouvait dans un centre commercial entre un salon de manucure et un préparateur de déclaration de revenus. Pas chic, le genre d'endroit pratique qui disait qu'elle travaillait pour des gens ordinaires, pas pour les gens des country clubs. Elle devait avoir 55 ans, des yeux vifs derrière des lunettes pratiques, une poignée de main assez ferme pour signifier qu'elle était sérieuse. Roy m'a dit que vous aviez des problèmes, a-t-elle dit en me désignant une chaise en face de son bureau. Je lui ai montré les relevés, la signature falsifiée, les retraits. Je lui ai parlé du camion noir, du vin, de l'homme portant ma chemise. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée et m'a regardé longuement. Monsieur Morrison Frank. Je vais être direct avec vous. Ce que vous décrivez est un abus financier sur personnes âgées. C'est plus courant que les gens ne le pensent et c'est passible de poursuite. Abus sur personnes âgées. Les mots sonnaient faux. J'ai 68 ans, pas 90. Peu importe.
La loi le définit comme l'exploitation de toute personne de plus de 65 ans. Et ça? Elle a tapoté la signature falsifiée. C'est de la fraude. Clair comme de l'eau de roche. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Quelqu'un me croyait. Quelqu'un avec des diplômes après son nom et des livres de droit sur ses étagères me croyait. Que dois-je faire? Premièrement, nous documentons tout. Relevé bancaire, rapport de crédit, toutes les communications. Les enregistrements de sécurité de Roy sont de l'or. Cela établit une chronologie et un schéma. Deuxièmement, nous vous protégeons. Gelez les comptes joints, changez les mots de passe. Sécurisez tous les actifs à votre seul nom. Elle a ouvert un tiroir, a sorti des formulaires. Troisièmement, nous examinons vos options. Vous pouvez demander le divorce avec une plainte pour fraude. Vous pouvez porter des accusations criminelles. Ou les deux. Je veux juste récupérer mon argent. Je veux que ma maison soit en sécurité. Nous pouvons faire ça. Elle a poussé les formulaires sur le bureau. Mais Franck, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ça va devenir moche. Votre femme va se défendre. Elles le font toujours. Et s'il y a un petit ami dans le tableau, surtout un plus jeune, il a probablement déjà fait ça avant. Avant? Je l'ai déjà vu. Des hommes qui ciblent des femmes plus âgées dans des mariages stables, leur font du love bombing, les isolent de leur famille, les convainquent de vider les comptes. C'est un schéma. Mes mains se sont crispées sur les accoudoirs de la chaise. Vous pensez que c'est ce qui se passe? Je pense que ça vaut la peine d'enquêter. Elle a pris une autre note. Donnez-moi une semaine. Je vais vérifier les antécédents, les dossiers judiciaires. S'il a déjà fait ça avant, il y aura une trace. Je suis rentré cet après-midi-là avec un sentiment qui ressemblait presque à de l'espoir. La maison était vide. La voiture de Linda était partie. Pas de mots pour dire où. J'ai changé le mot de passe de notre service bancaire en ligne. J'ai changé le mot de passe de mon email. J'ai commencé à faire des copies de tous les documents financiers que je pouvais trouver. C'est là que j'ai trouvé les papiers de la pension. Ma pension de retraite du syndicat des machinistes. Celle pour laquelle j'avais cotisé pendant 43 ans. Celle qui nous permettrait de vivre confortablement jusqu'à notre mort. Quelqu'un avait changé le bénéficiaire. Avant, c'était partagé. Linda recevait la moitié, Sarah l'autre moitié si quelque chose m'arrivait. Maintenant, c'était 100% pour Linda, et le formulaire était daté d'il y a 2 mois. Ma signature, encore. Mauvaise inclinaison. Mauvaise pression. Je me suis assis à la table de la cuisine avec ce formulaire et quelque chose s'est produit qui ne s'était pas produit depuis les funérailles de mon père en 1989. J'ai pleuré. Pas fort, pas de manière dramatique, juste des larmes coulant sur mon visage pendant que je regardais mon nom écrit par la main de quelqu'un d'autre, volant le travail de ma vie. Une signature à la fois. La porte d'entrée s'est ouverte. Linda est entrée avec des sacs de courses, des sacs chers de magasins où nous n'allions jamais. Elle s'est figée quand elle m'a vu à table. Qu'est-ce que tu fais? J'ai brandi le formulaire de pension. Quand comptais-tu me parler de ça? Son visage est devenu pâle, puis rouge. Ce sont des papiers privés, Franck. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit? C'est ma pension, mon nom, ma signature que quelqu'un a falsifiée. Ne sois pas dramatique. Dramatique? Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment contre le sol. Tu as falsifié ma signature. Tu as volé 40 000 $ de la ligne de crédit. Tu vides nos comptes. Ce n'est pas dramatique, Linda. C'est du vol. Je n'ai rien volé. C'est aussi ma maison. Mon argent aussi. Pas ta pension. Pas ton nom sur le prêt. Pas ton, la porte s'est ouverte à nouveau. Il est entré. Le type de la salle de sport, comme s'il était chez lui. Tout va bien, ma belle, a-t-il dit à Linda. Pas à moi. Il ne m'a même pas regardé. Chad, pas maintenant. Chad. J'ai regardé de l'un à l'autre. Il a une clé. Chad a souri. Pas un sourire amical. Le genre de sourire qu'un loup fait à un lapin. Linda m'en a donné une la semaine dernière. Je me suis dit que puisque je suis si souvent ici,
autant que ce soit officiel. Il est allé au frigo, a pris une bière. Ma bière. L'IPA artisanale que j'avais achetée pour le match des Colts. Tu as un problème avec ça, le vieux? Sors de ma maison. Il a bu une longue gorgée, toujours en souriant. Légalement, c'est aussi la maison de Linda. Et elle m'a invité, alors peut-être que c'est toi qui devrais partir. Linda a posé sa main sur son bras. Chad, s'il te plaît. Nan, ma belle. Il doit comprendre comment les choses se passent maintenant. Il s'est approché de moi, 15 centimètres de plus, 30 ans de moins. Les muscles de la salle de sport évidents sous sa chemise moulante. Tu penses vraiment que tu peux arrêter quoi que ce soit? Regarde-toi. Tu es vieux, tu es fatigué, et tu es dans le chemin, mes mains se sont serrées en poing. L'arthrite a immédiatement envoyé une douleur dans mes poignets. Il a vu la grimace. Son sourire s'est élargi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il s'est tourné vers Linda. Je vais dans la chambre d'amis. Viens me chercher quand il aura fini sa crise. Il a descendu le couloir de ma maison, est entré dans la pièce où nous avions mis le berceau de Sarah il y a 38 ans. La porte s'est fermée. Linda a ramassé ses sacs de course. Je suis désolé que tu sois contrarié, Frank, mais les choses changent. Les gens changent. Tu devrais probablement rester ailleurs ce soir. Pour nous donner à tous un peu d'espace. Elle a suivi Chad dans le couloir. Je suis resté dans ma propre cuisine, entouré de preuves de vol, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Il n'essayait plus de le cacher. Il me mettait dehors. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je me suis garé dans l'allée de Roy et j'ai dormi dans le camion. L'idée d'une chambre générique avec des murs fins et une télé vissée à la commode me retournait l'estomac. Au moins ici, je pouvais voir ma maison. Regarder les lumières s'allumer et s'éteindre dans des pièces qui avaient été les miennes. La lumière de la chambre d'amis est restée allumée jusqu'à plus de minuit. Roy est sorti à l'aube avec son thermos, l'a posé sur le capot, a tapoté 2 fois, et reparti. Comme avant. Rien de dit, tout de compris. J'ai bu ce café et j'ai regardé le soleil se lever sur les maisons que je connaissais depuis 40 ans. Des maisons de plein pied en briques avec des porches, des boîtes aux lettres que j'avais croisées 10 000 fois. La maison d'Eddie Carmichael avec les nains de jardin. Celle des Henderson avec le panier de basket dans l'allée. Le filet pourri depuis longtemps. Tout semblait pareil. Rien ne l'était. Mon téléphone a vibré. Margaret, venez au bureau à 10 heures. J'ai trouvé quelque chose. Margaret avait des dossiers étalés sur son bureau quand je suis arrivé. Des documents judiciaires, des impressions, des sections surlignées partout. Votre ami Chad a été bien occupé, a-t-elle dit. Elle m'a montré le premier dossier, une affaire civile de 2019. Une femme nommée Patricia Whitmore, 71 ans, avait poursuivi Chad Brennan pour fraude et exploitation de personnes âgées. Il avait été son entraîneur personnel, l'avait convaincu de quitter son mari, avait vidé ses comptes. L'affaire avait été réglée à l'amiable, sous scellé, mais Margaret avait des relations. Il y a plus, a-t-elle dit en ouvrant un autre dossier. Jennifer Patterson, 2021. Même schéma. Coach de vie, liaison, argent volé. Elle a abandonné l'affaire avant le procès. Trop embarrassée, probablement. Un 3e dossier. Un 4e. 5 femmes en 8 ans, toutes entre 60 et 75 ans. Toutes mariées quand il les a rencontrées, toutes ruinées quand il les a quittées. Il a déjà fait ça, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait. Plusieurs fois. Et voici le truc. Elle a sorti un autre document. Il ne travaille pas seul. La photo d'une femme, peut-être 50 ans, blonde, sourire de prof de yoga. Vanessa Morton. Elle apparaît dans 3 de ses affaires en tant que consultante en bien-être ou conseillère spirituelle. C'est elle qui valide la relation, dit aux épouses qu'elles font ce qu'il faut, qu'elles méritent de se trouver. C'est elle qui donne la permission. Vous pensez qu'elle est impliquée avec Linda? Margaret a sorti une photo de son téléphone. Linda dans ce qui ressemblait à un studio de yoga, le bras autour de la femme blonde, toutes deux souriant. Ceci était sur le Facebook de votre femme il y a 3 mois. Tellement reconnaissante pour mon incroyable parcours de bien-être avec Vanessa. Mon estomac s'est noué.
C'est une équipe, a dit Margaret. Vanessa trouve les cibles, les amadou avec le discours sur l'épanouissement personnel. Chad arrive en tant que jeune amant. Il vide les comptes et passe à autre chose. Pouvons-nous le prouver? Nous allons essayer. Elle a fermé les dossiers. Mais Frank, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous restiez calme. Ne les confrontez pas. Ne dévoilez pas notre jeu, laissez-les penser qu'ils gagnent. Ils sont en train de gagner. Ils sont dans ma maison. Pour l'instant. Mais si nous construisons bien notre dossier, si nous établissons le schéma, nous pouvons obtenir des accusations criminelles, pas seulement récupérer votre argent. Des poursuites. Ils iront en prison. Elle s'est penchée en avant. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous rester silencieux pendant que nous montons le dossier? Chaque instinct disait non. Disait de rentrer, de jeter ses affaires dans le jardin, de changer les serrures, de me battre. Mais se battre n'avait pas fonctionné. Faire du bruit n'avait pas fonctionné. Peut-être que le silence pouvait être une arme au lieu d'une reddition. Oui, ai-je dit. Je peux faire ça. Je suis allé au centre communautaire cet après-midi-là. Le club de menuiserie était en session. Eddie travaillait toujours sur cette boîte à bijoux, essayant de perfectionner les queues d'aronde. Roy était passé au pied du fauteuil, les ponçant pour les lisser. J'ai pris un morceau d'érable que j'avais gardé. J'ai commencé à tracer les mesures pour un marchepied. Quelque chose de simple, quelque chose que je pouvais contrôler. Tu es de retour, a dit Eddie. Je pensais que tu nous avais lâchés. J'ai eu des choses à régler. Ouais, on a entendu. Il a soufflé la sueur de sa boîte. Petite ville. Roy a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce, a hoché la tête une fois. J'ai mesuré 2 fois, coupé une fois, laissé mes mains faire ce qu'elles savaient faire. L'acier a mordu le bois avec ce son net. L'odeur de l'érable fraîchement coupé remplissait l'air. Pendant 2 heures, je n'ai pas pensé à Linda, ni à Chad, ni aux signatures falsifiées ou aux pensions volées. J'ai juste construit quelque chose. Quand j'ai fini les 2 premières pièces, coupé droit, poncé lisse, les joints bien ajustés, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Quelque chose de petit mais de réel. Il pouvait prendre mon argent, prendre ma maison, prendre ma femme, mais il ne pouvait pas prendre ça. Il ne pouvait pas prendre le savoir dans mes mains, la compétence que j'avais mis une vie à construire. Certaines choses ne peuvent pas être volées. J'ai roulé devant ma maison ce soir-là. La voiture de Linda dans l'allée, le camion de Chad à côté, la lumière de la chambre d'amis déjà allumée. J'ai continué à rouler, je me suis retrouvé au dîner. Jeudi soir, peu de monde. Dory travaillait. Elle m'a vu entrer. Salut mon chéri, ta place habituelle. Je me suis glissé dans la banquette près de la fenêtre. La même banquette où Linda et moi prenions le petit déjeuner chaque samedi pendant 20 ans. Un café, ai-je dit, et peut-être une part de cette tarte aux pommes. Elle a apporté les 200 commentaires. Le café était chaud et amer. La tarte encore tiède. Elle avait ajouté une boule de glace à la vanille en plus sans demander. C'est pour la maison, a-t-elle dit quand j'ai sorti mon portefeuille. Dory, Frank Morrison, tu viens ici depuis avant que je commence à travailler. Tu crois que je ne sais pas quand un homme a besoin d'une tarte, et qu'il en a besoin gratuitement? Elle m'a tapoté l'épaule. Et puis, toute la ville est de ton côté. On prend soin des nôtres. Elle s'est éloignée avant que je puisse protester. J'ai mangé cette tarte lentement. J'ai laissé la glace à la vanille fondre sur les pommes et la cannelle. J'ai regardé les voitures passer sur Main Street. J'ai regardé des gens que je connaissais depuis des décennies passer devant la fenêtre. Une petite ville, ça voulait dire que tout le monde connaissait vos affaires. Mais ça voulait aussi dire que vous n'étiez pas invisible. Le café était bon. La tarte était meilleure. Et pour la première fois depuis des semaines, assis seul dans cette banquette, je ne me sentais pas si perdu. Margaret a appelé lundi matin. Nous devons nous voir. Quelque chose s'est passé. Son bureau semblait plus petit cette fois. Les murs se refermaient. Elle avait de nouveaux papiers étalés et son visage était tendu. Il bouge plus vite que je ne le pensais, a-t-elle dit. Votre femme a demandé le divorce vendredi après-midi. Les mots ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Elle a quoi? Requête en divorce.
Elle invoque des différends irréconciliables, demande la moitié de tout. La maison, la pension, les économies, votre camion. Et elle a un avocat. Un bon. Cher. Comment paie-t-elle un avocat cher? La bouche de Margaret s'est amincie. Avec l'argent de votre ligne de crédit, je suppose. Elle a poussé les papiers vers moi. Un langage juridique que je ne pouvais pas suivre, mais j'ai vu mon nom. J'ai vu la liste des biens. J'ai vu la signature de Linda en bas. Il y a plus, a dit Margaret. Elle a déposé une demande d'ordonnance restrictive. Elle prétend que vous l'avez menacée, qu'elle a peur de vous. C'est un mensonge. Je n'ai jamais, je sais. Mais Frank, c'est une tactique. Si elle obtient l'ordonnance restrictive, vous ne pourrez plus approcher de la maison. Vous ne pourrez plus accéder à votre propre propriété. Ça leur donne carte blanche pour vider l'endroit avant que vous ne puissiez les arrêter. Mes mains tremblaient. Je les ai pressées à plat contre le bureau. L'audience est quand? Jeudi. Dans 3 jours. Elle s'est penchée en avant. Nous allons nous battre. J'ai les enregistrements de sécurité de Roy qui ne montrent aucune menace, aucune violence. Nous avons votre casier judiciaire vierge. Mais j'ai besoin que vous soyez préparés. Elle va dire des choses horribles sur vous, sur votre mariage, sur votre caractère. Laisse-la faire, Frank, ai-je dit. Laisse-la faire. J'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard. Je sais qui je suis. 43 ans dans un atelier d'usinage, jamais manqué un jour, élever une fille, payer mes impôts, réparer gratuitement les clôtures de mes voisins. Je sais qui je suis. Margaret a hoché la tête lentement. D'accord. Alors on se bat. L'audience a eu lieu dans un palais de justice qui sentait le polish et le vieux papier. Linda était là avec son avocat, un type dans un costume qui valait plus que mon camion, les cheveux gominés comme dans une pub pour du dentifrice. Chad était assis derrière eux dans la galerie, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. J'étais assis avec Margaret. Roy était 3 rangs derrière, un soutien silencieux. La juge était une femme, peut-être 60 ans, des lunettes de lecture sur le nez. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait vu ce cas exact 1 millier de fois. L'avocat de Linda a commencé, me dépeignant comme un mari contrôlant, coincé dans le passé, incapable d'accepter l'indépendance de sa femme. Il a dit que j'avais été verbalement agressif et émotionnellement instable. Madame Morrison a toutes les raisons de craindre pour sa sécurité, a-t-il dit, la voix douce comme du beurre. Elle souhaite simplement être protégée pendant qu'elle traverse cette transition difficile. La juge m'a regardé. Monsieur Morrison, votre réponse? Margaret s'est levée. Votre honneur, nous avons des enregistrements de caméras de sécurité d'un voisin montrant l'activité de Monsieur Morrison au cours des 3 dernières semaines. À aucun moment il ne s'approche de sa femme de manière agressive. En fait, les images le montrent quittant la propriété volontairement. Dormant dans son véhicule pour éviter la confrontation. Elle a projeté des extraits sur l'écran du tribunal. Moi marchant vers mon camion, assis dans l'allée de Roy, partant quand le camion de Chad arrivait. Ce n'est pas un homme qui profère des menaces, a dit Margaret. C'est un homme qui évite le conflit pendant que sa maison est systématiquement pillée. L'avocat de Linda a objecté. Votre honneur, les décisions financières de ma cliente ne sont pas le sujet ici. En fait, si, a dit Margaret. Elle a brandi les documents de pension falsifiés. Parce que Madame Morrison n'a pas seulement pris des décisions financières. Elle a falsifié la signature de son mari sur plusieurs documents légaux. C'est de la fraude. La juge a pris les documents, les a étudiés. Le visage de Linda est devenu pâle. Votre honneur, balbutia son avocat, nous n'étions pas au courant d'allégations de falsification. J'en suis sûr, a dit la juge d'une voix sèche. Elle a regardé Linda par-dessus ses lunettes. Madame Morrison, avez-vous signé ces documents au nom de votre mari? Linda a regardé son avocat, puis Chad. Puis de nouveau la juge. Nous avions besoin de l'argent. La maison avait besoin de réparation. Frank était têtu à ce sujet, alors c'est un oui, alors. La juge a posé les papiers. Ordonnance restrictive refusée. De plus, j'ordonne le gel de tous les comptes joints en attendant un audit financier complet. Et Madame Morrison,
je vous suggère de trouver un avocat pénaliste. Vous allez en avoir besoin. Elle a frappé avec son marteau. L'avocat de Linda rangeait déjà sa mallette, le visage rouge. Chad s'est levé rapidement, a poussé les portes du tribunal sans regarder en arrière. Linda est restée assise là, les mains sur les genoux, le regard vide. Pendant une brève seconde, j'ai eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu de la bouteille de vin, de la chemise. De mon nom falsifié sur des papiers destinés à voler mon avenir. La pitié est morte rapidement. Dehors, Roy m'a tapé sur l'épaule. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Ce n'est pas fini. Non, mais tu as gagné une manche. Il a jeté un regard en arrière vers les portes du palais de justice. Ce garçon est parti en vitesse. Les rats quittent le navire quand il commence à couler. Margaret nous a rejoints, sa mallette à la main. La juge a ordonné l'audit. Cela signifie qu'un expert comptable judiciaire va tout éplucher. Chaque retrait, chaque virement, chaque signature. S'il y a plus de fraude, nous la trouverons. Combien de temps? 1 mois, peut-être 2. Mais Frank, elle a souri, un sourire fatigué mais réel. Vous pouvez rentrer chez vous. C'est toujours votre maison. Elle ne peut plus vous mettre dehors maintenant. Chez moi. Le mot semblait étrange, comme essayer un manteau qui m'allait avant mais plus maintenant. Oui, ai-je dit. D'accord. Mais quand je me suis garé dans l'allée ce soir-là, la voiture de Linda était partie. La maison était sombre. La porte était verrouillée. Pas avec ma clé, mais avec une serrure différente. Une pour laquelle je n'avais pas de clé. Elle avait changé les serrures avant que l'ordonnance de la juge ne puisse l'arrêter. J'ai appelé Margaret. Ils ont changé les serrures. Elle a juré. Vraiment juré. Je déposerai une requête d'urgence demain. Je ferai venir la police pour vous escorter à l'intérieur. Mais pour ce soir, ouais, je sais. J'ai raccroché, je suis resté assis dans le camion dans ma propre allée, à regarder ma propre porte d'entrée. La lumière du Porsche de Roy s'est allumée. Il m'a fait signe de venir. J'ai attrapé mon thermos et j'ai traversé la pelouse. Certaines batailles se gagnent au tribunal. D'autres se gagnent en ayant un voisin qui laisse la chambre d'amis prête, sans poser de questions. Je suis resté dans la chambre d'amis de Roy pendant 6 jours. Drap propre, commode vide, une fenêtre qui donnait sur ma propre maison. Roy ne m'a pas collé, n'a pas posé de questions, il a juste fait plus de café le matin et a laissé le journal sur la table de la cuisine. Le 6e matin, Margaret a appelé. L'escorte policière est approuvée pour aujourd'hui à 14 heures. Vous pouvez rentrer, changer les serrures, établir votre résidence. Elle ne peut pas vous arrêter. Elle est là maintenant? Sa voiture est partie depuis hier après-midi. Les voisins disent qu'ils ne l'ont pas vue. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. 14 heures, une voiture de patrouille s'est garée. L'agent Mendes, peut-être 30 ans, avait l'air de s'ennuyer des conflits domestiques. C'est votre résidence, monsieur? Depuis 40 ans. Allons vous faire entrer. Il a frappé. Pas de réponse. A frappé à nouveau. C'est identifié comme étant la police. Rien. Nous pouvons forcer l'entrée en vertu de l'ordonnance du tribunal, a-t-il dit. J'ai une clé pour la porte de derrière. Je n'ai jamais changé cette serrure. Nous avons fait le tour. La clé fonctionnait toujours. La maison était vide. Pas seulement vide de ses occupants, vide de tout. Les meubles partis, la télé partie, le micro-ondes, la vaisselle, les serviettes. Les tableaux décrochés des murs, laissant des rectangles propres sur la peinture délavée. Mes outils du garage, chaque clé à douille, chaque scie, chaque perceuse, partie. Même la photo d'anniversaire sur la cheminée, pas seulement retournée, entièrement disparue. J'ai traversé des pièces qui résonnaient. Les placards de la cuisine ouverts, des étagères nues. Le placard de la chambre vide, à l'exception de cintres en fil de fer. La salle de bain dépouillée de son rideau de douche, de son tapis de bain, même du savon. L'agent Mendes a sifflé doucement. C'est complet. Mes jambes semblaient faibles. Je me suis assis par terre dans ce qui était autrefois le salon. Elle avait tout pris. Pas seulement partie, pas seulement déménagée.
Elle avait effacé 40 ans comme si nous n'avions jamais été là. L'agent parlait dans sa radio. Quelque chose sur le fait de documenter pour le rapport. Possibles accusations de vol. Je ne l'entendais pas bien. Mon sang battait trop fort dans mes oreilles. Mon téléphone a sonné. Margaret. Frank, où êtes-vous? À la maison. Tout est parti. Qu'est-ce qui est parti? Tout. Chaque meuble. Ma voix s'est brisée. J'ai dû m'arrêter. Respirer. Margaret. Elle a pris mes outils. 40 ans d'outils. Silence au bout du fil. Puis, c'est du vol. Pur et simple. L'ordonnance du tribunal gelait les actifs. Elle ne peut pas simplement retirer des biens. Eh bien, elle l'a fait. J'arrive. Ne partez pas. Nous devons tout documenter. Elle a raccroché. L'agent Mendes s'est accroupi. Monsieur Morrison, ça va? Est-ce que ça allait? Ma femme avait commis une fraude, une falsification, un vol, avait invité son amant dans notre maison pendant que je dormais dans mon camion, avait essayé d'obtenir une ordonnance restrictive avec des mensonges, et maintenant elle avait dépouillé la maison et disparu. Est-ce que ça allait? Non, ai-je dit. Ça ne va pas. Il a hoché la tête comme si c'était une réponse raisonnable. Margaret est arrivée avec un appareil photo, a commencé à photographier les pièces vides. Roy est venu, le visage sombre. Ils ont chargé un camion de déménagement hier, a-t-il dit. 3 gars, ça a pris 6 heures. Je l'ai en vidéo. Tu n'as pas appelé? Tu étais déjà au tribunal. J'ai pensé que, il a secoué la tête. J'aurais dû appeler. Ce n'est pas ta faute. Mais son visage disait qu'il n'y croyait pas. Le numéro de Sarah était sur mon téléphone. Je l'ai fixé pendant 5 minutes avant d'appeler. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère a vidé la maison. Pause. Que veux-tu dire par vider? Je veux dire que tout est parti. Les meubles, la vaisselle, mes outils, tout. Autre pause. Plus longue. Papa, je suis sûr qu'il y a une explication. Peut-être qu'elle entrepose juste les choses jusqu'à ce que le divorce soit, Sarah. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Ta mère a falsifié ma signature, volé 40 000 $, et maintenant elle a violé une ordonnance du tribunal en retirant tous nos biens. Ce n'est pas un malentendu. C'est du vol. Tu exagères. Maman ne ferait pas, je suis debout dans une maison vide. La police est là pour documenter. Margaret prend des photos pour les preuves. Tu veux me redire ce que ta mère ne ferait pas? Silence. Assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. Puis, je dois y aller. Clic. Je suis resté là, tenant le téléphone, et quelque chose s'est brisé qui ne s'était pas brisé avant. Pas la colère, pas la tristesse, juste le vide. Ma femme était partie. Ma fille ne me croyait pas. Ma maison était dépouillée. 68 ans et j'avais moins qu'au début. Cette nuit-là, je me suis assis par terre dans le salon vide avec un sac de couchage que Roy m'avait prêté. Pas de meubles, pas de télé, pas de bruit sauf la chaudière qui se mettait en marche et la maison qui craquait. Margaret avait déposé des requêtes d'urgence. La police avait émis un avis de recherche pour Linda et Chad. La vidéo de Roy du camion de déménagement avait des plaques d'immatriculation, le nom de l'entreprise, mais rien de tout cela ne changeait le fait que j'étais assis par terre dans une maison vide qui ressemblait à une scène de crime. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Tu aurais dû la laisser partir tranquillement, le vieux. Maintenant, ça va devenir compliqué. Je l'ai fixé, sans répondre. Un autre SMS. Vérifie ta boîte aux lettres. Je suis sorti dans le noir. J'ai ouvert la boîte aux lettres. Une pile de papier. En-tête juridique. L'avocat de Linda me poursuivait maintenant pour détresse émotionnelle, affirmant que je l'avais harcelé et forcé à fuir pour sa sécurité. Il demandait des dommages et intérêts, 300 000 $. Je suis resté sous le lampadaire à lire des mensonges imprimés sur du papier cher. Et j'ai pris une décision. Ils voulaient que ce soit compliqué. Ils allaient avoir du compliqué, mais selon mes termes maintenant, pas les leurs. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Margaret. Dépose tout, ai-je dit.
Plainte pénale, poursuite civile, fraude, falsification, vol, tout. Franck, vous êtes sûr? Une fois que nous ferons ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. D'accord. J'ai entendu des papiers se froisser. Alors, nous partons en guerre. J'ai raccroché, je suis retourné dans la maison vide et j'ai commencé à faire une liste. Margaret a tout déposé lundi. Plainte pénale pour fraude, falsification, vol. Poursuite civile pour récupération des actifs et dommages et intérêts. Assignation à comparaître pour les relevés bancaires, les relevés téléphoniques, les relevés de cartes de crédit. On ne joue plus, a-t-elle dit. Maintenant, on les enterre sous la paperasse. Mercredi, l'avocat de Linda s'était retiré de l'affaire. Trop de responsabilité de représenter quelqu'un faisant face à des accusations criminelles. Vendredi, l'expert comptable judiciaire avait des conclusions préliminaires. Margaret les a étalées sur son bureau, maintenant encombré par les dossiers de mon affaire, des tasses de café, des surligneurs jaunes. C'est pire que nous ne le pensions, a-t-elle dit. Ou mieux, selon la façon dont on voit les choses. Elle m'a montré la piste. 78 000 $ retirés des comptes en 9 mois. Le prêt sur la valeur domiciliaire, le changement de bénéficiaire de la pension, même le titre de propriété de mon camion avait été transféré aux signatures falsifiées à nouveau puis retransférés quand ils n'ont pas pu le vendre assez vite. Ils étaient systématiques, a dit Margaret. De petits retraits menant à de plus gros. Le schéma classique d'abus financier. Vous avez dit que c'était mieux. Elle a souri. Un sourire de requin. Parce que c'est si bien documenté, Franck. Chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque mensonge, tout est là, noir sur blanc. Ils se sont pendus eux-mêmes. Elle a sorti un autre dossier. Et nous avons trouvé Vanessa, la femme blonde du yoga. Il s'est avéré qu'elle avait une société, Wellness Journée Consulting. Partenaire commercial listé, Chad Brennan. Il dirige une entreprise, a dit Margaret, ciblant des femmes vulnérables, vidant leurs comptes, partageant les bénéfices. Votre femme n'était pas la première, et elle n'allait pas être la dernière. Elle m'a montré les documents de constitution de la société, les relevés bancaires de la LLC, des dépôts correspondant au retrait de mes comptes, des comptes de la femme Patterson, et de 3 autres. Ce n'est pas seulement de la fraude, a dit Margaret. C'est du racket. Des accusations RICO. Les fédéraux pourraient même s'en mêler. Où sont-ils maintenant? Patricia Patterson, la première victime, les a retrouvés. Ils sont dans une maison de location à Fisher, vivant de votre argent pendant qu'ils planifient leur prochain coup. Elle a fermé les dossiers. Le procureur veut agir vite. L'audience est fixée à jeudi prochain. Grand jury pour les accusations criminelles. Franck, nous allons les avoir. Mardi soir, Sarah s'est pointée à la maison. J'étais assis par terre en train de manger de la nourriture chinoise à même la boîte. Pas encore de meubles, pas de vaisselle. Roy m'avait prêté une chaise de camping, mais j'étais trop fatigué pour la monter. Elle a frappé, puis a utilisé sa clé. Elle est restée dans le salon vide, à regarder. Papa. Sarah. Maman a dit que tu exagérais, mais c'est vide. Ouais. Elle s'est assise par terre en face de moi. Ses yeux étaient rouges. Je suis allé la voir, a dit Sarah doucement. Dans cette maison de location. J'ai vu les meubles. Nos meubles. Je l'ai vu, lui, là-bas, agissant comme si tout lui appartenait. Elle a sorti quelque chose de son sac. Des papiers. J'ai trouvé ça dans la chambre de maman, sur la commode, comme si elle ne se souciait même plus de les cacher. Je les ai pris. Des relevés bancaires. Des registres de retrait. Des notes manuscrites de Linda, pension de F, changé bénéficiaire. Prêt domiciliaire, besoin de 40K. Titre de propriété du camion, transférer et vendre. Des plans écrits comme une liste de courses. Il y a plus, a dit Sarah, sa voix tremblante. Il y avait un carnet. Des instructions de quelqu'un nommé Vanessa, exactement quoi dire, comment te manipuler, quand demander le divorce. C'était, elle a mis ses mains sur son visage. Papa, je suis tellement désolé. J'aurais dû te croire. J'aurais dû écouter. Je pensais que maman faisait une crise de la quarantaine.
Que tu étais démodé. Je ne pensais pas qu'elle me volerait jusqu'au dernier sou. Ouais. J'ai posé ma boîte de nourriture, j'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai revu mon enfant. Pas la professionnelle du marketing avec des idées progressistes qui pensait que son père était dépassé. Juste Sarah, qui m'aidait au garage, qui m'apportait d'horribles cartes de fête des pères faites avec des paillettes et de l'espoir. Tu es là maintenant, ai-je dit. J'ai apporté les documents pour Margaret. Et papa, elle a croisé mon regard. Je témoignerai. Quoi que tu aies besoin, je leur dirai ce que j'ai vu. Quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. D'accord, ai-je dit. D'accord. Elle est restée 1 heure. Nous nous sommes assis par terre dans la maison vide et nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis des années, de ses enfants, de son mariage. De la façon dont elle s'était laissée emporter par ce qu'elle pensait être moderne et éclairée au point d'oublier que certaines vieilles valeurs, l'honnêteté, la loyauté, tenir sa parole n'étaient pas démodées, elles étaient juste des valeurs. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras, fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Le jeudi est arrivé. Le tribunal était bondé. Linda et Chad au premier rang avec un avocat commis d'office. Ils ne pouvaient plus se payer l'avocat chic. Vanessa à côté d'eux, l'air moins zen yoga et plus raculé. La juge Martinson présidait. Juge différente, plus grande salle d'audience. Ce n'était plus le tribunal des affaires familiales. C'était le pénal. Le procureur a tout exposé. Chaque signature falsifiée, chaque retrait, chaque victime avant moi. Patricia Patterson a témoigné, en larmes, de la perte de $60 000 et de son mariage. Une autre femme, Jennifer, a parlé de Chad lui promettant le mariage tout en vidant sa retraite. Roy a témoigné sur les enregistrements de sécurité, sur le fait de les avoir vus charger le camion de déménagement. Le directeur de la banque a témoigné sur les documents falsifiés. L'expert en écriture a montré des comparaisons côte à côte de ma vraie signature et des contrefaçons. Sarah a témoigné en dernier. Elle a parlé de la découverte des plans, du carnet, des meubles dans la location. Le visage de Linda devenait plus pâle à chaque témoin. Chad n'arrêtait pas de chuchoter à l'avocat commis d'office, de plus en plus agité. Finalement, le procureur a terminé. La juge Martinson a regardé par-dessus ses lunettes la table de la défense. La défense souhaite-t-elle présenter des preuves? L'avocat commis d'office s'est levé. Votre honneur, nous souhaiterions demander une suspension pour discuter d'un éventuel accord de plaidoyer. Chad s'est levé d'un bond. Non. Pas de plaidoyer. Ces femmes étaient des proies faciles. Elles voulaient Monsieur Brennan. Asseyez-vous, a dit la juge. Elles voulaient que quelqu'un leur prête attention. Voulaient se sentir jeunes à nouveau. Ce n'est pas un crime. C'est juste, asseyez-vous. Il n'a pas obéi, a continué. A blâmé les victimes. M'a blâmé d'être trop stupide pour m'en rendre compte. A blâmé tout le monde sauf lui-même. La juge l'a laissé parler. L'a laissé se condamner lui-même avec chaque parole. Quand il a finalement manqué de souffle, elle a parlé. Monsieur Brennan, vous venez d'avouer diriger une entreprise criminelle ciblant des victimes âgées. Devant la cour et pour le procès-verbal. Son visage est devenu blanc. La caution est révoquée. Huissier, placez-le en détention. Chad a commencé à crier pendant qu'on lui passait les menottes. Linda pleurait. Vanessa était assise, figée. La juge s'est tournée vers le procureur. Je renvoie les 3 accusés en jugement pour tous les chefs d'accusation, et je transmets ce dossier aux procureurs fédéraux pour évaluation RICO. Coup de marteau. Fini. Dehors, Margaret souriait. Ça, a-t-elle dit, c'était magnifique. Il n'a pas pu s'en empêcher. Il a dû se vanter. C'est fini? Pas encore. Il y a encore le procès, la sentence, la récupération des actifs. Mais Frank, elle m'a serré le bras. Nous avons gagné. Le plus dur est passé. Roy attendait près de son camion. Sarah se tenait à côté de lui. Je me suis dit que tu voudrais peut-être de la compagnie pour le dîner, a dit Roy. Le dîner sert encore. Je les ai regardés. Mon voisin qui m'avait sauvé avec des caméras de sécurité et du café. Ma fille qui avait retrouvé son chemin, oui, ai-je dit.
Ça me semble une bonne idée. Nous avons roulé jusqu'au dîner en convoi. 3 véhicules, 3 personnes qui étaient devenues une famille quand la famille de sang avait failli. Dory nous a installés dans la grande banquette près de la fenêtre, a apporté du café sans demander, et une part de tarte en plus. Toujours une part de tarte en plus. 6 mois plus tard, j'étais dans mon salon avec un tournevis et un cadre photo. La pièce avait de nouveau des meubles. Pas les anciens. Ceux-là étaient des preuves, sous-scellées dans un entrepôt de la police. Des nouveaux. Enfin, nouveaux pour moi. Des trouvailles de vente de succession, des affaires chez Emmaüs, un canapé décent que Roy m'avait aidé à charger dans son camion. Ça n'allait pas ensemble. Le canapé était en tartan bleu, la table basse en chêne. La lampe était un truc moderne sur lequel Sarah avait insisté, mais c'était à moi. Acheté avec mon propre argent dans ma propre maison avec des serrures que j'avais changées moi-même. J'ai accroché le tableau. Nouveau cadre, vieille photo. Sarah, à 8 ans, assise sur mes épaules à la foire du comté, tous les deux souriants, une barbe à papa à la main, le soleil se couchant derrière nous. Je l'avais trouvée dans une boîte au grenier. Linda n'avait pas tout pris, après tout. Quelque chose avait survécu. Le procès avait duré 3 semaines. Chad a écopé de 12 ans pour fraude, abus sur personne âgée et racket. Vanessa, de 8. Tous deux ont été condamnés à verser des dédommagements. Je n'en verrai pas la plus grande partie, mais le tribunal a essayé. Linda a eu 5 ans avec sursis, réduit à 3 avec probation, à condition qu'elle rembourse tout ce qu'elle avait volé. Son avocat avait plaidé qu'elle était aussi une victime. Que Chad l'avait manipulée, qu'elle était vulnérable et effrayée de vieillir. La juge n'y avait pas totalement cru, mais assez pour faire preuve de clémence. Madame Morrison, avait-elle dit, vous êtes une victime de la manipulation de Monsieur Brennan, mais vous êtes aussi l'auteur d'une fraude contre votre mari. Les deux choses peuvent être vraies. Votre sentence reflète les deux. Linda m'avait regardé à travers la salle d'audience. Plus de colère sur son visage, plus de défi, juste de l'épuisement et peut-être de la honte. J'avais détourné le regard le premier. L'argent est revenu lentement. Compte bancaire débloqué. Dette hypothécaire effacée. Bénéficiaire de la pension corrigée. L'expert comptable a trouvé des comptes dont j'ignorais l'existence. Chad et Vanessa avaient caché de l'argent sur des comptes offshore, en crypto-monnaie, sur des cartes prépayées. Tout est revenu, plus des dommages et intérêts. Le tribunal a ordonné à Chad de payer 50 000 $ supplémentaires pour détresse émotionnelle. Margaret a dit que je ne les verrais probablement jamais, mais que c'était le principe qui comptait. Elle avait raison. J'étais dans le garage quand Roy a frappé à la porte ouverte. Tu as 1 minute? Toujours. Il est entré, a regardé les nouveaux outils. L'assurance avait couvert le coût de remplacement de tout ce qui avait été volé. J'avais acheté les mêmes marques, les mêmes modèles quand je le pouvais. Jeu de clés à douille, perceuse à colonne, scie sur table, tout organisé sur le panneau perforé. Tout à sa place. Ça a l'air bien, a dit Roy. Ça prend forme. Il a sorti son téléphone, m'a montré une photo, un enregistrement de caméra de sécurité d'un homme, peut-être 40 ans, qui frappait à ma porte pendant que j'étais au magasin. Il a laissé ça, a dit Roy en me tendant une enveloppe. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte. Une lettre de Patricia Patterson, la première victime. Cher Monsieur Morrison, je voulais vous remercier. Quand j'ai abandonné mon procès contre Chad Brennan, je pensais me protéger de l'embarras. Au lieu de ça, je l'ai laissé blesser d'autres personnes, je l'ai laissé vous blesser. Votre courage de porter plainte, de témoigner. De laisser le monde voir ce qui s'est passé, vous m'avez donné la permission de parler, moi aussi. Vous nous avez donné la permission à toutes. Grâce à vous, il est en prison. Grâce à vous. D'autres femmes ne perdront pas ce que nous avons perdu. Vous avez sauvé des gens que vous ne rencontrerez jamais. J'espère que vous le savez. Merci d'avoir été courageux quand je ne pouvais pas l'être. Avec gratitude, Patricia. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai plié soigneusement, je l'ai remise dans l'enveloppe. Ça va, a demandé Roy. Ouais. Ma voix est sortie rauque. Ouais, ça va. Dimanche matin, Sarah a amené les petits-enfants. Emma avait 6 ans, Jackson 4.
Ils ont couru dans la maison comme des chiots, excités par l'écho des pièces vides pas encore tout à fait remplies. « Papy, pourquoi tu n'as pas de télé dans chaque pièce ?» a demandé Emma. « Je n'en ai pas besoin dans chaque pièce. Une seule suffit. » C'est bizarre. Probablement. Sarah a fait des sandwichs dans la cuisine. Ma cuisine. Avec ma vaisselle, ma cafetière, ma table qui boitait à moins de mettre une serviette pliée sous un pied. Comment vas-tu, papa? Vraiment? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je vais bien, ai-je dit. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais je vais bien. Je suis seul parfois, mais seul et solitaire, ce n'est pas la même chose. Ça m'a pris du temps à comprendre. Elle m'a serré dans ses bras, vite et fort, comme elle le faisait quand elle était petite. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour t'être battu. Pour ne pas avoir disparu. Pour m'avoir appris que parler n'est pas une faiblesse. Cet après-midi-là, après le départ de Sarah et des enfants, j'ai travaillé dans le garage pour finir ce marchepied que j'avais commencé il y a 6 mois. Celui que je construisais quand tout s'est effondré. 2 marches, en chaîne, poncées à la main, des joints parfaits, des angles droits. Je l'avais construit pour Sarah à l'origine, pour qu'elle atteigne les étagères hautes de sa cuisine. Mais assis là, dans la lumière de l'après-midi, le vernis séchant, j'ai réalisé que je l'avais aussi construit pour moi. La preuve que je pouvais commencer quelque chose dans le chaos et le finir en paix. Que les choses brisées pouvaient être réparées, même si elles avaient l'air différentes d'avant. La soirée est tombée, douce et fraîche. Je me suis assis sur le porche, dans un nouveau fauteuil à bascule aux $20 dans une vente de succession avec un café dans ma tasse ébréchée. Roy était aussi sur son porche. Nous nous sommes fait un signe. Pas besoin de parler. La voiture de Dory est passée. Elle a klaxonné. J'ai fait un signe de la main. Eddie Carmichael promenait son chien, s'est arrêté pour discuter de la saison désastreuse des Colts. Normal. Simple. À moi. Au bout de la rue, les cloches de l'église sonnaient pour le service du soir. Je n'y suis pas allé. Je n'y étais pas retourné depuis le départ de Linda. Mais je les ai écoutées sonner. J'ai compté les 7 carillons. 40 ans de mariage, partis. Dans 5 ans, elle serait en probation, reconstruisant sa propre vie quelque part. 68 ans, commençant un chapitre que je n'avais jamais prévu d'écrire. Mais voici ce que j'ai appris. En m'asseyant dans une maison vide, en dormant dans mon camion, en me battant dans les salles d'audience. Le silence n'est pas une reddition. Parler n'est pas une faiblesse. Et parfois, la famille dont vous avez besoin n'est pas celle dans laquelle vous êtes né. C'est celle qui se présente avec du café, des enregistrements de sécurité et de la confiance quand il ne vous reste plus rien. J'ai bu mon café alors que le soleil se couchait. La maison derrière moi n'était plus vide, et moi non plus. Demain, je finirai le marchepied. La semaine prochaine, Roy et moi avons prévu de construire une bibliothèque. Sarah vient dîner dimanche. La vie continue, et moi aussi. On dit que le temps guérit toutes les blessures. Je ne sais pas si c'est vrai. Certaines blessures laissent des cicatrices. Certaines douleurs s'installent dans vos os et y restent. Des rappels sourds de ce qui a été et de ce qui ne sera plus jamais. Mais les cicatrices signifient que vous avez survécu. Et les douleurs signifient que vous êtes toujours là pour les ressentir. J'ai appris quelque chose pendant ces mois entre le dîner de pain de viande, la maison vide, le tribunal et les nouveaux meubles qui ne vont pas tout à fait ensemble. J'ai appris que la dignité, ce n'est pas de se taire quand on se fait voler. C'est de parler, même si votre voix tremble. J'ai appris qu'être vieux ne veut pas dire être usé. 68 ans, ce n'est pas être mort. C'est juste être expérimenté. J'ai appris que les gens qui comptent les Roy Hendricks, les Margaret Chen et les Dory Martin, et oui, même les Sarah Morrison qui retrouvent leur chemin, ces gens-là se manifestent non pas avec de grands discours ou des gestes dramatiques, mais avec des thermos de café, des dossiers juridiques. Une part de tarte en plus et un « Je suis fier de toi, papa ». Avec les petites gentillesses qui reconstruisent ce que la cruauté a tenté de détruire. 40 ans, c'est long pour être marié. Longtemps pour construire une vie avec quelqu'un, pour faire confiance à quelqu'un, pour croire en quelqu'un. Mais peu importe le nombre d'années qu'il me reste 10, 20, peut-être 30 si je suis assez têtu ou ces années sont aussi les miennes.
Et c'est à moi de choisir ce que je construis avec elle. Ce matin, j'ai fini ce marchepied. Je lui ai mis 3 couches de vernis. Je l'ai laissé sécher au soleil. C'est magnifique. Un travail honnête, honnêtement fait. Sarah vient le chercher cet après-midi. Roy et moi commençons cette bibliothèque demain. Et moi, je suis assis sur mon porche, buvant du café dans une tasse ébréchée, regardant le soleil se lever sur une ville qui m'a vu briser et m'a aidé à me relever. Certaines batailles se gagnent au tribunal, d'autres en refusant de disparaître. Les deux comptent, les deux importent. Et je suis toujours là.